interrompu, donc on retourne rapidement. Mes amis, on a été interrompu. On retourne rapidement pour conclure avec vous. On a été interrompu, voilà, je ne pouvais pas partir comme ça sans vous dire au revoir et dire merci à tous ceux qui ont participé à ce direct live, qui ont libéré la parole, qui ont donné de la voix à ce live. Je ne pouvais pas partir sans vous dire au revoir, comme je vous l'ai dit. Partir sans dire au revoir à tous les participants, ceux qui ont pris la parole, ceux qui n'ont pas pris la parole, ceux qui ont relayé derrière, qui ont partagé le live. Merci à vous tous. Donc, la parole était donnée aux citoyens suite à l'actualité concernant Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, et M. Laurent Gbagbo, le fondateur du FPI. J'essaie de faire le distinguo entre le président du FPI et le fondateur. Laurent Gbagbo est le fondateur du FPI. Pascal Affi-N'Guessan est le président du FPI. Le FPI aujourd'hui qui devrait être le contre-pouvoir, l'opposition, hein, l'opposition qui est l'opposition légitime et qui devait être cette opposition légitime forte, crédible et le contre-pouvoir au pouvoir en place. Malheureusement, le parti, l'opposition, cette opposition est déchirée, est fragilisée suite à des guerres internes, de clans, de personnes, et qui ne sont pas des guerres d'idées, malheureusement. Ce ne sont pas des guerres d'idées qui opposent les responsables du FPI, ce sont les guerres de personnes. Les personnes sont soutenues par certains militants passionnés qui eux-mêmes ne font pas l'effort d'emmener les responsables politiques à la raison et au bon sens. Donc on se retrouve dans une guerre, dans un conflit où personne ne veut entendre raison, personne ne veut comprendre, et que les sympathisants et militants autour des personnages politiques eux-mêmes se font la guerre, donc enveniment encore davantage la crise au sein du FPI. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner la parole aux citoyens, de libérer la parole, de s'exprimer sur un certain nombre de choses, de faire des propositions. C'est vrai que c'est long, ce n'est pas fatigant, c'est fatigant aussi. 2 heures de live et un dimanche soir, sachant bien que demain, lundi, lundi est une journée ouverte et n'est pas facile. Et en même temps, on ne peut pas prendre tout le monde au téléphone. J'aurais bien voulu avoir tout le monde, tous ceux qui ont appelé. Je m'excuse pour certaines personnes qui n'ont pas pu participer et qui ont appelé à plusieurs reprises. On va essayer de reprogrammer ce sujet parce qu'il passionne, il intéresse beaucoup les citoyens. Mais je voudrais revenir sur la légitimité, la crédibilité et cette situation un peu en 3 points, comme je l'ai dit avant qu'on a été coupé. Le frère qui m'a appelé des États-Unis, que je dis, j'ai apprécié aussi cet échange avec lui. Voilà, j'ai apprécié l'échange avec lui parce que avoir le courage de donner ce désaccord. Si on était capable de dire qu'on n'est pas d'accord, mais de ne pas s'accrocher aux personnages politiques ni aux partis politiques, ce serait nettement mieux et ce serait bon pour le bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Je parlais de légitimité parce que dans un pays, dans une république, oui, il faut avoir une opposition légitime. Une opposition légitime, c'est une opposition qui est structurée, c'est une opposition légitime qui est reconnue par les institutions, par le droit et par la loi. Et c'est ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Le FPI, à sa tête Pascal Affi-N'Guessan, est l'opposition légitime reconnue par la loi ivoirienne et par les institutions de notre pays. C'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire, la loi, les institutions de notre pays, la République, hein, la loi, les institutions reconnaissent l'opposition, il y a aussi dans cette reconnaissance un certain nombre de montants d'échelle comment on dit, l'aide est accordée aux partis politiques, c'est-à-dire le financement des partis politiques. Le financement des partis politiques, la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire finance tous les partis politiques. En retour, nous souhaiterons que l'État de Côte d'Ivoire donne l'information publique, publie combien chaque parti politique de Côte d'Ivoire reçoit comme financement. Parce que les financements, les financements font partie du budget de l'État. Le budget de l'État, ce sont les ressources du pays. Les ressources du pays, ça doit être redistribué équitablement à tous les citoyens.
Mais par moment, on fait des sacrifices, c'est-à-dire les citoyens, le contribuable ivoirien fait des sacrifices, on sacrifie certains besoins du contribuable pour financer les partis politiques. Donc, quand les partis politiques sont financés, il faudrait que l'État puisse donner cette information et que chaque citoyen puisse consulter combien chaque parti politique perçoit en Côte d'Ivoire. On ne peut plus vivre dans un pays où on doit tout cacher, on doit cacher tout aux contribuables et aux citoyens. Il faudrait que le financement des partis politiques soit public. Combien on vous donne chaque année pour que nous aussi, citoyens, on puisse contrôler ces partis politiques de bien faire leur travail, de bien mener leur mission. Parce qu'il y a un parti politique qui se crée, il a des idées, il a une mission à accomplir. Donc, on ne peut pas financer des partis politiques et puis nous, les contribuables, on ne sait pas combien ces partis politiques reçoivent comme financement. Il faut rendre public le financement des partis politiques. Je vois mon frère Bamba Drissa qui me suit. Salut à toi. Je transmets ma commission auprès des autorités ivoiriennes. Nous souhaiterons vraiment, avec franchise et sincérité, avec force, savoir combien les partis politiques reçoivent en Côte d'Ivoire. J'ai plusieurs fois fait cette démarche auprès de certaines autorités ivoiriennes, pour savoir combien les partis politiques touchent comme financement. Mais la réponse est toujours la même. Très bien, on a compris. Ah, on va vous envoyer par mail. Mais je n'ai jamais reçu le mail sur le financement des partis politiques. Ce sera le prochain live où on va donner la parole parce que nous souhaiterons, nous voulons savoir. On doit nous dire combien chaque parti politique en Côte d'Ivoire reçoit comme financement. Maintenant, nous, on va surveiller. On ne peut pas te payer et puis tu ne vas pas travailler. Quand on te paye, là, il faut que tu travailles. Tu dois travailler pour le contribuable. Tu dois travailler pour les citoyens. Ça, c'est pour ça que j'ai parlé de légitimité en matière de l'opposition ivoirienne et que j'ai dit le FPI est légitime, est un parti légitime selon le droit ivoirien. J'ai parlé de crédibilité. J'ai dit en même temps, il est légitime, mais malheureusement, le FPI est fragilisé à son sein par la guerre des clans. La guerre des clans fragilise le FPI. Le FPI qui devait être ce parti crédible en matière d'opposition, de contre-pouvoir, malheureusement n'est pas ce contre-pouvoir parce qu'il est fragilisé à son sein par des guerres de clans. Les guerres de clans autour des individus et non autour des idées. La guerre des clans autour des individus et non autour des idées. Un parti politique, c'est les idées. Un parti politique, c'est une vision. Un parti politique, c'est des propositions. Un parti politique, c'est un projet. Aujourd'hui, on est face à un FPI qui a un manque d'idées, qui a un manque de construction, qui a un manque de projets et qui a un manque de vision. Malheureusement, on est face à cette réalité. Et ça doit nous interpeller. Parce que dans une société, dans une république, s'il n'y a pas cette opposition crédible, cette opposition forte, cette opposition qui fait contre-pouvoir, le pouvoir en place, dans ce levier, il ne descend pas de son étage, le pouvoir en place ne se remue pas, le pouvoir en place parfois joue le sourd-oreille vis-à-vis des difficultés qu'il ne perçoit pas réellement. Mais si on avait une opposition forte, si le FPI était uni, si le FPI était fort, si le FPI était capable d'être ce contre-pouvoir, le FPI pouvait se saisir de certaines questions de société et le poser sur la place publique, mais dans un jeu politique qui allait permettre aussi au pouvoir en place de se remuer, de se réveiller et de ne pas trop dormir sur ses acquis. Donc voilà, c'est important dans une république d'avoir un pouvoir, mais d'avoir un contre-pouvoir. C'est en cela que je parlais de crédibilité. Et je dis aussi que, et ça je l'ai dit ouvertement, je dis, moi, Gouza Naounou, en tant que Gouza Naounou, j'estime que, je pense même que le PDCI RDA, le PDCI de Daoukro n'est pas une opposition au président Alassane Ouattara, n'est pas une opposition au pouvoir en place. Et c'est ça, j'insiste vraiment là-dessus. C'est là on a eu des désaccords avec certaines personnes sur le live qui a été interrompu. Mais c'est bien qu'on ait des désaccords. Et je pense que c'est normal qu'on ait des désaccords. Et c'est même légitime qu'on ait des désaccords. Mais je reviens et j'insiste là-dessus. Pourquoi je dis le PDCI et Soro Guillaume ne sont pas crédibles en matière d'opposition? Soro Guillaume était à l'Assemblée nationale.
président de l'Assemblée nationale. Jusqu'aujourd'hui, Soro Diom est député RDR. Soro Diom est député RDR. Il est RDR. Il n'est pas un député indépendant. Il est député RDR. Le RDR est dans le RHDP. Le RDR est dans le RHDP. Donc, je ne sais pas en quoi est-ce que Guillaume Soro, député RDR de Féké, est l'opposition au pouvoir en place. Je ne sais pas si on me suit. Mais il ne s'agit pas que de ça. Et j'ai parlé de tromperie intellectuelle et politique. Tromperie intellectuelle et politique. Quand on est opposant, on s'oppose à la politique du gouvernement, on ne gouverne pas avec le gouvernement. Ils ont tous gouverné avec Alassane Ouattara pendant 9 ans. Ils ont géré les ressources du pays pendant 9 ans. Ils ont partagé le bénéfice entre eux pendant 9 ans. À 15 mois de la fin du mandat d'Alassane Ouattara, Soro Diom perd l'Assemblée nationale, il démissionne de l'Assemblée nationale, il devient l'opposant à Alassane Ouattara parce qu'il a démissionné. Mais s'il est opposant là, pourquoi il est député? Il reste toujours député RDR. Est-ce que Soro Diom est prêt aujourd'hui? Il dit bon, moi je suis un opposant à Alassane Ouattara, je quitte le RDR, je décide qu'on reprenne les élections à Féké, on peut reprendre les élections législatives à Féké, et je viens en tant que candidat indépendant. Est-ce que Soro Diom est capable de faire ça aujourd'hui? Soro Diom n'est pas capable de faire ça. Est-ce qu'il est capable de dire, moi, député RDR, puisque je m'oppose au RDR, je ne suis plus RDR, je souhaite qu'on la reprise des élections législatives, ça s'appelle les partiels, on reprend. On peut reprendre que à faire les élections législatives. Et il vient en tant que député, candidat indépendant à faire que. Ça n'a pas été le cas. Donc pour moi, vous êtes dans nous. Moi, je me tiens toujours à la loi et aux institutions. Pour moi, il n'est pas un opposant. Il n'est pas un opposant. Il essaie de mener son jeu politique pour que 2020 arrive, on revienne dans les deals de partage de pouvoir et que le pauvre citoyen soit toujours le dernier de la classe et reste toujours le pauvre de la classe. Ils sont en train de une fausse bagarre qui n'est pas une bagarre en réalité, un faux divorce qui n'est pas un vrai divorce en réalité, pour pouvoir se redistribuer les parts du marché bien avant même qu'on ne cuisine même le gâteau. Hein. Donc eux, ils se partagent déjà le gâteau avant même qu'on ne cuisine. Avant les élections, ils se partagent déjà les postes. Donc ils sont dans un jeu pour se redistribuer. C'est-à-dire depuis 1990, c'est le même jeu auquel on assiste. On va faire des deals, on va se remarier, on va divorcer, on va se remarier, on va redivorcer, on va se faire des partous dans tous les sens, à gauche, à droite, devant, derrière. On se tape sans vaseline, mais c'est pas grave. On se partage le pouvoir. C'est à ça qu'on assiste. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a rien comme projet. Il y a quoi derrière? Rien. Il n'y a rien derrière. Je reviens à Henri Konan Bédié, Aimé Henri Konan Bédié. Aimé Henri Konan Bédié n'est pas l'opposition à Alassane Ouattara. Il a gouverné aussi avec Alassane Ouattara pendant 9 ans. Bon, si Henri Konan Bédié estime qu'à la fin du mandat d'Alassane Ouattara, que lui serait l'opposition à Alassane Ouattara, mais qui vient nous faire les 9 ans, son bilan de 9 ans, qui nous explique déjà, parce qu'on ne va pas rester dans ce flou, ce brouhaha, ce mélange, pour que chacun puisse se désengager du bilan. Ah non, il faut que chacun vienne faire son bilan. Pendant 9 ans, vous avez gouverné à Ouattara. Vous avez eu des portefeuilles ministériels. Vous avez fait quoi pendant 9 ans? Il faudrait que chacun fasse son bilan. Mais on ne peut pas dire non. Bon, nous on est l'opposant à Alassane Ouattara, lui seul il n'a qu'à se débrouiller son bilan. Mais nous les citoyens, nous demandons, nous exigeons. Là, 2019, là, chacun doit faire son bilan.
Vous avez fait quoi pour les Ivoiriens? C'est ça le bilan. Hein? C'est pas vous avez eu quoi pour votre ventre? Vous avez mangé combien? Vous avez fait quoi pour les Ivoiriens? Sur le plan du social. Parce que nous, ce qui intéresse le pauvre, c'est le social. Ce qui intéresse le pauvre, c'est la santé. Ce qui intéresse le pauvre, c'est l'éducation. Pendant 9 ans, vous avez fait quoi pour le citoyen? Pour l'Ivoirien lambda? Pour le pauvre, vous avez fait quoi pour lui? Voilà les sujets que nous allons poser et que chacun ne doit pas fuir sa responsabilité. C'est l'heure que chacun assume sa responsabilité. Quand on dit on est garçon, on vient pour assumer sa responsabilité. On ne dit pas non, moi je ne sais pas moi, c'est Alassane Ouattara, mais quand c'est débrouillé lui seul. Tu as mangé avec lui, hein. Tu as gouverné avec lui, hein. Tu as partagé avec lui. Il est l'heure du bilan. Le bilan c'est 2019, ce n'est pas en 2020. 2020 c'est la campagne, mais le bilan c'est 2019. C'est sur le social, on vous attend. Vous tous, on vous attend sur le social. Vous avez fait quoi pour les pauvres? C'est sur ça qu'on vous attend. Et ces questions, nous allons les poser, mais tranquillement, nous allons les poser. Et vous devez nous répondre. Ne cherchez pas à vous cacher derrière les petites guerres. Nous, on est fâchés. Ouh, Ouattara a divorcé avec Bédié. Bédié a divorcé avec Ouattara. Nous, ça ne nous regarde pas. Marié ou divorcé, ou remariez-vous ou redivorcé. Nous, ce n'est pas à notre niveau. Vous avez fait quoi pour les pauvres? Voilà les questions que nous allons poser. C'est pour ça que je dis, le PDCI n'est pas l'opposition à Alassane Ouattara. Et je viens sur... Je vous donne des éléments encore. Je dis, le FPI est légitime, même qu'il soit divisé, mais c'est eux l'opposition légitime. Mais ils sont crédibles, contrairement aux autres. Pourquoi? Encore. Vous qui me suivez là, dans la Côte d'Ivoire là, quand on gelait les comptes de tous les cadres du FPI, est-ce qu'on a géré le compte de Bédié? Est-ce qu'on a géré les comptes de Soro Dio avec ses collaborateurs? Non. Je répète. Puisque eux, ils se disent qu'ils sont les opposants aujourd'hui à Alassane Ouattara, je repose encore la question, mes amis. Je repose encore la question. Quand les cadres du FPI, les cadres du FPI, quand leur compte là, on a gelé leur compte là, on a gelé combien de comptes des cadres du PDCI? On a gelé combien de comptes des collaborateurs de Guillaume Soro? Mes amis, c'est à vous que je parle. On ne peut pas travestir l'histoire. On ne peut pas mentir. Et on ne peut pas nous tromper. C'est pour ça que je parle de manipulation et d'escroquerie politique. Le PDCI n'est pas l'opposition à Alassane Ouattara. Soro Guillaume n'est pas l'opposition à Alassane Ouattara. L'opposition en Côte d'Ivoire là, c'est le FPI. Qu'ils soient divisés ou pas, c'est eux l'opposition. Parce qu'ils en ont bavé. Quand on gelait leurs comptes, on n'a pas gelé compte des cadres du PDCI. On n'a pas gelé compte de Bédié. On n'a pas gelé compte de sa femme. On n'a pas gelé compte de ses enfants. On n'a pas gelé compte d'Aoussou Jano. On n'a pas gelé compte de Charles Kona Bani. Mais, Afi Nguessan, avec tous ses amis là, on a gelé les comptes dans le pays là. Ils étaient où? Les nouveaux opposants là, eux, ils étaient où? Ils étaient dans le pouvoir. Ils mangeaient avec le pouvoir. Ils partageaient le pouvoir. Pendant 9 ans. Donc, mes amis, on va compter. Je suis un peu fatigué. Quand on gelait les comptes de Afi Nguessan, Afi Nguessan était en prison avec ses amis. Les cadres du FPI étaient en exil. Leurs comptes étaient gelés. Mandat d'arrêt international sur eux. Soro Guillaume était assis à l'Assemblée nationale. Il n'a jamais levé un petit doigt pour dire « Je défends la cause des Gbagbo. Je défends la cause du FPI. » Soro Guillaume n'a pas levé le petit doigt. Ce petit doigt-là, il n'a pas levé.
en quoi ils sont opposants aujourd'hui? Ou bien on devient opposition. Une fois que tu t'en vas voler, on attrape tes doigts dans le pot de confiture. On te sort du gouvernement, tu es opposant. Mais quand tu étais dans le gouvernement, là, tu volais, là, tu n'étais pas opposant. Mais une fois que tu sors, tu es opposant. C'est quelle forme d'opposition dans ce pays-là? On est opposant, on dit, Alassane Ouattara, ta politique que tu mènes là, elle ne me convient pas. Je ne suis pas d'accord avec ta politique. Moi, voilà mes idées, voilà mon projet, voilà ce que je pense et voilà ce que je propose. On dit, ah, ça ce sont des garçons, ce sont des opposants. Ça ce sont des braves femmes, ce sont des opposantes. Il n'y a pas ça. Vous attendez qu'on vous sorte du gouvernement ou vous attendez qu'on vous enlève à la tête des institutions. Hop, vous êtes déjà subitement des opposants. Mais vous n'êtes pas des opposants. C'est pour ça que j'ai dit, ni le PDC, ni Guillaume Soro sont des opposants. Ce sont des alliés d'Alassane Ouattara. Ils sont des alliés du pouvoir. Ils vont assumer et ils vont faire aussi leur bilan. Ils ne peuvent pas se cacher derrière. Voilà ce que je dis. On ne peut pas. L'histoire, on sait que hier, là, on va venir se mentir. Même si l'opposition, le FPI est divisé. Et je voulais conclure, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Je vais conclure et je vais interpeller. Je vois certains militants du PDCI, certaines militantes du PDCI et certains militants qui se disent les nouveaux amoureux de M. Gbagbo qui sont sur les réseaux sociaux. Venez faire la morale à Pascal Affi N'Guessan. Certains, je vois, qui disent, oui, Affi N'Guessan a trahi Gbagbo. Si Gbagbo a refusé de recevoir Affi N'Guessan, c'est normal parce qu'il a trahi Gbagbo. Mes amis, mes frères ivoiriens, mes soeurs ivoiriennes, il faut avoir l'honnêteté de se regarder dans la glace. Parce que se réveiller le matin là, se regarder dans la glace là, il faut être courageux. Hein. Mais regardez-vous courageusement dans la glace. Entre Affi N'Guessan là, et puis Soro Guillaume là, ça c'est ces nouveaux amoureux de Guillaume Soro et des Gbagbo ou les, je ne sais pas comment ces nouveaux militants, c'est à eux je pose la question. Entre Affi N'Guessan et puis Soro Guillaume là, qui a trahi Gbagbo? Vous qui m'écoutez là, relayez ça auprès d'eux. Entre Affi N'Guessan et Guillaume Soro Kibafori là, qui a trahi Gbagbo? C'est Affi N'Guessan ou c'est Soro Guillaume? Entre les deux hommes là, qui a trahi Gbagbo? Parce que les gens sont là pour dire, Soro Guillaume là, il a reconnu son erreur. Soro Guillaume là, la politique là, ce n'est pas chercher garçon. C'est à vous les femmes souvent. Nous, on se réduit à la culotte d'un homme. Et les hommes ne nous respectent pas. Quand tu es une femme, il faut avoir des idées. Il ne faut pas être une femme de couloir. Tu dois être une femme de pouvoir. Pouvoir dire, apporter tes idées. Te tenir droite devant un homme. Et dire, voilà ce que je pense. C'est ça on dit femme. Ne soyons pas des femmes de couloir que les hommes vont réduire au sexe. Parce que les hommes ont cette facilité de dire, c'est la même, si tu couches avec elle, tu l'as. Ma chérie, ma soeur. Faut pas un homme va dire, allez-y, chercher des militantes avec le sexe. Tu es une femme, tu dois avoir tes idées. L'homme, quand il vient vers toi, il sait qu'il y a une femme qui est là, avec laquelle il peut discuter, il peut dialoguer, il peut construire un réel projet de société. Nous ne pouvons pas nous réduire à ce point, à la libido d'un homme. Tiens, sur les réseaux sociaux là, vous pleurez pour Guillaume Soro. Guillaume Soro, il a dit qu'on a calé la réconciliation. Au moins, il a assumé. Guillaume Soro a assumé quoi? Guillaume Soro est incapable d'assumer quoi que ce soit. Guillaume Soro est incapable d'assumer quoi que ce soit. Il a assumé quoi, Guillaume Soro?
Moi, je vois Soro et puis je lui dis, tu as assumé quoi, Guillaume? Guillaume a assumé quoi? Contrairement à Fingessa, lui, il a assumé quoi, Guillaume Soro? Vous prenez Guillaume Soro pour Jésus et vous prenez Fingessa pour Judas. Entre Afi et puis Soro, là, qui a trahi Gbagbo? Gbagbo a donné toute la Côte d'Ivoire à Guillaume Soro. Gbagbo a signé tous les accords pour Guillaume Soro. Makoussi, là, Gbagbo s'est déplacé, il est parti à Makoussi à cause de pour Guillaume Soro. Il a pris la Côte d'Ivoire, il a mis dans la culotte de Guillaume Soro. Entre Soro et puis Afi, qui a trahi Gbagbo? Qui a trahi Gbagbo? C'est vous les militants là de ces arrivants là, sur les réseaux sociaux. Oui, si Gbagbo n'a pas reçu Afi là, c'est parce que Afi N'Guessan n'a pas suivi Gbagbo. Toi qui racontes tes conneries là, parce que Soro a suivi Gbagbo. C'est quand même ridicule quoi. Vous vous réduisez comme ça à la libido d'un homme. Donc, c'est-à-dire les hommes n'ont pas besoin de grand chose. Ils viennent avec leur queue. C'est fini. Non. Nous devons des femmes de pouvoir. Des femmes de pouvoir. Oui, parce que nous pouvons. Nous devons des femmes de pouvoir. Parce que nous pouvons. Nous avons des idées. Les hommes ne peuvent pas nous réduire à un manchin. C'est-à-dire que les quéquettes. Non. Il faut vraiment vous ressaisir. Pourquoi les hommes ne peuvent pas nous suivre et que nous devons toujours les suivre? L'Afrique a des femmes compétentes. L'Afrique a des femmes de valeur. L'Afrique a des femmes fortes. Allons-y, réveillons ces femmes fortes qu'elles puissent se lever. L'Afrique aussi en a besoin et la Côte d'Ivoire a besoin de ces femmes-là aussi. Je ne fais pas la féministe parce que je ne me réclame pas d'être une féministe. Je suis juste une femme. Et je préfère rester juste cette femme. Mais je dis, on ne peut pas nous réduire à un objet sexuel. On ne peut pas nous réduire à un objet sexuel. Nous avons une place et nous avons droit à cette place. Nous devons prendre notre place et dans le jeu politique, et dans le jeu de développement, et dans le jeu de société. Je vois des gens qui sabotent, vilipendent Afi N'Guessan. Et je leur dis, Afi N'Guessan est FPI. Il est député FPI. Il est président des régions FPI. Il est président des partis FPI. Les problèmes au sein du FPI peuvent être réglés si les militants eux-mêmes du FPI se dépassionnent un peu des hommes et posent eux-mêmes leurs propres idées. J'invite les militants, qu'ils soient des progressistes, qu'ils soient des radicaux, à poser leurs idées et à interpeller leurs responsables politiques, à s'asseoir sur une table pour réfléchir commun, pour réfléchir projet. Vous n'allez pas passer 10 années de votre temps à vous battre. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier vous-même, vous ne pouvez pas proposer un projet de réconciliation pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre société est fragilisée à cause de ces crises politiques. Nous avons besoin d'un projet qui rassemble tous les enfants de la Côte d'Ivoire sans distinction. Tous les amoureux de la Côte d'Ivoire sans distinction. Tous les citoyens de la Côte d'Ivoire sans distinction. Maintenant, toi, tu es au FPI. Tu te focalises sur un homme. Tu vas apporter quoi à la Côte d'Ivoire? C'est là où le FPI, qui est un parti légitime, est en train de perdre sa crédibilité. Parce que nous avons besoin d'un projet crédible. Il est où le projet du FPI? C'est celui-là qu'on attend. Ce n'est pas la guerre des hommes. Ce n'est pas la guerre entre Afi N'Guessan ou Laurent Gbagbo, ou Simone Gbagbo et Afi N'Guessan. Et en plus, mes amis, on ne peut pas être dans une société, dans une république, où tout est focalisé sur une famille. La Côte d'Ivoire n'est pas une entreprise familiale. Sinon, ça veut dire que personne n'est venu au pouvoir à part les Oufouet. Oufouet est mort. Il n'y a aucun de ses enfants qui viennent dans la vie politique. Ils sont tranquilles dans leur coin, on n'entend pas parler d'eux. Gay est mort. Il n'y a aucun de ses enfants.
Ils sont tranquilles. Ici, c'est Bédier avec ses neveux. Si ce n'est pas Bédier avec ses neveux, c'est Gbagbo avec ses deux femmes et ses gendres et ses enfants. On ne peut pas continuer comme ça dans un truc de saga familial. À un moment donné, revenons à la raison. Et je pense même que ce que certains de nos amis qui ont participé ont dit est juste. Ce qui s'est passé avec Pascal Affi-N'Guessan, c'est malheureux. C'est malheureux parce que je pense que ceux-mêmes qui ont joué ce faux coup-là, n'ont pas compris qu'en jouant à ce faux coup, ils détruisent l'image de Gbagbo. L'image de cet homme qui dit « asseyons-nous et discutons ». L'image de cet homme qui dit « moi je suis un socialiste, je suis pour la paix dans mon pays ». C'est qu'en posant ce genre d'acte, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas réfléchi sur ce que ça pouvait être de négatif sur l'image de Laurent Gbagbo et sur ce qu'on peut dire de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, on dit de lui, c'est un homme qui a accroché au pouvoir, qui a soif du pouvoir, qui aime le pouvoir. Pascal Affi-N'Guessan est président de son parti. Mais Pascal Affi-N'Guessan était président du parti quand Gbagbo lui était président de la République. Allez dire que Gbagbo dit, il faut démissionner d'abord avant de... Vous savez que c'est Affi parti alors. Je suis bloqué ou pas? Hein? Encore? Donc voilà. J'ai la diffusion interrompue. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon, d'accord. Donc c'est réparti. J'essaie de remettre ça là pour... Voilà. Vous n'essayez pas de signaler la vidéo pour rien. Si elle vous dérange, mais elle va toujours vous déranger. Parce que oui, moi, je suis une femme qui dérange. Je suis une femme qui dérange. J'emmerde les hommes. Je fais bouger les hommes. Je secoue les hommes. Oui, je suis une femme qui dérange. Parce qu'il y en a marre que dans notre société, c'est toujours les hommes qui créent les divisions, qui créent les tensions, qui créent les problèmes. Il y en a marre. Maintenant, on va vous bousculer, on va vous déranger. Il y en a marre. Donc, je vais dire que, mes amis, il est temps aussi, il est temps que ceux qui sont derrière, qui se prennent pour les communicants, pour les conseillers de Laurent Gbagbo, arrêtent aussi ce genre de manigance. Arrêtez ça aussi. Et c'est ce que je disais il y a un temps, où les gens n'ont pas compris le message. Je disais, votre comportement donne une très mauvaise image à Laurent Gbagbo. Votre manière de vous comporter salit davantage l'image de Laurent Gbagbo. Tous les jours, c'est à vous Laurent Gbagbo parle. Gbagbo n'est pas Alzheimer, Gbagbo n'est pas un gamin, Gbagbo n'est pas un bébé, Gbagbo c'est un adulte, c'est un responsable. Et vous, tous les jours, c'est à vous Gbagbo parle. À un moment donné, arrêtez de parler au nom de Gbagbo. Arrêtez de faire des choses au nom de Gbagbo. Vous posez des actes. Si ces actes sont faux, forcément, ça a un impact sur Gbagbo. Vous parlez à son nom. Vous faites des choses à son nom. À un moment donné, en fait, prenez pitié de lui. C'est un vieillard. Il a plus de 70 ans. Prenez pitié de ce vieillard qui a été aussi traumatisé. Parce que ce qu'il a vécu dans ce bunker, il est sorti de là avec un traumatisme. Donc, il y a aussi toutes ces difficultés-là. Et c'est vous tous les jours, vous parlez à son nom. Gbagbo a dit ceci. Et puis Gbagbo est parti ici. Et puis Gbagbo est venu ici. Mais à la fin, sans vous en rendre compte, vous salissez davantage l'image de Laurent. Et c'est quand je le dis, il y a toujours des gens qui malheureusement ont une difficulté intellectuelle, ont du mal à comprendre ça. Des gens qui ont une pauvreté intellectuelle, qui ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal à comprendre, d'analyser et de prendre du recul. Ce qui s'est passé là, c'est honteux, c'est scandaleux, c'est pathétique, c'est humiliant pour Laurent lui-même.
Ça donne quelle image? L'image d'un homme qui aime tellement le pouvoir, il est accroché même le parti politique là. Il veut encore petit fauteuil de parti politique. Tu as été président de la République. Tu restes un père fondateur. Tu ne redescends pas pour devenir président d'un parti. Parce que tu as été au-dessus d'un parti politique. Donc, cette image que vous donnez de Gbagbo, vous donnez l'image de Laurent qui est assoiffé de pouvoir et qui est accroché à un fauteuil des partis politiques. Pourtant, c'est ce qu'on a reproché à Laurent. Il est accroché au pouvoir, il aime le pouvoir, il ne veut pas quitter le pouvoir. C'est le fait qu'il a refusé de quitter le pouvoir, c'est ce qui a envoyé des massacres. Mais vous qui dites que vous aimez Gbagbo, là, vous parlez à son nom qu'il aime petit fauteuil des partis politiques. Vous pensez qu'un président de la République a géré un pays, ce parti politique est quelque chose, c'est quoi devant lui? Vous êtes sûr que Gbagbo veut présidence des partis politiques là? Ou c'est vous déjà à côté de Gbagbo, derrière Gbagbo, devant Gbagbo, qui parlez à son nom, qui voulait tuer, vous-même qui voulez tuer le parti politique? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des sorciers dans cette affaire-là. Mais la Côte d'Ivoire est remplie de pasteurs, et ils attendent les bons sorciers où? On ne comprend pas. Donc, il y a un vrai problème, il y a une difficulté, et que je pense que je ne défends pas Gbagbo. Hein. Moi, vous savez très bien que en matière de critique, là, quand je vais critiquer Laurent, je dis c'est pas un dos de la cuillère, je m'en vais à une louche. Mais dans cette affaire, je pense quand même qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de pas catholique. Il y a quelque chose de pas catholique dans cette affaire. Il y a quelque chose de pas catholique dans cette affaire. Mais en même temps, comme c'est au nom de Gbagbo, bah, c'est lui qui porte le chapeau. Voilà. Comme c'est au nom de Gbagbo. Donc, c'est Laurent qui porte son chapeau. Comme c'est à son nom, il porte le chapeau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on ne peut rien faire d'autre, à part ça. On peut dire que c'est Gbagbo. Alors que, quand on regarde, il y a quelque chose de pas catholique dans cette affaire. Parce que si moi, je veux rencontrer quelqu'un, je te rencontre. Ce que j'ai à dire là, je vais te dire ça directement. Je ne dis pas, je vais te rencontrer, mais avant de te rencontrer, il faut que tu signes un papier. Donc, ça veut dire quoi? Quand les enfants de Gbagbo vont vouloir aller en Belgique, là, on va leur demander de faire test d'ADN pour savoir s'ils sont vraiment les enfants de Gbagbo aussi. C'est ce que ça veut dire. En Belgique, chez Nadi Bamba où Gbagbo est assis là. En Belgique, chez Nadi Bamba où il est assis là. Ces enfants qui sont habillés là, s'ils doivent aller le voir, ils vont faire test d'ADN aussi. Pour être sûr que c'est les enfants de Gbagbo aussi. Pour aller voir Gbagbo, on doit signer document. Donc je pense qu'à un moment donné aussi, les histoires de guerre, la guerre des femmes de Gbagbo là, ça n'a qu'à quitter la vie politique un peu parce qu'on est fatigué de ça. Ça n'a qu'à quitter la vie politique. On est fatigué un peu de ça. Simone ici, Nadi Bamba par là, Koudou Jeannette ici, elle est la soeur de Gbagbo, on ne comprend pas. Si elle veut marier son frère, on ne sait même pas. Tout ça là, c'est fatigant. C'est fatigant. On ne peut pas dans une vie où on ne parle pas de projet, on ne parle pas d'idées, on ne parle pas de vision. Le FPI, là, on dit multipartisme. C'est la liberté, vision, débat, discussion. Mais vous êtes là, vous refusez tout autour d'un homme. Bon, c'est quelle discussion? Donc, multipartisme, tout est plus comme slogan, c'est du faux alors. On peut arriver à ce genre de conclusion. Donc, à un moment donné, je pense que il est quand même important que chacun puisse se ressaisir et puis puisse vraiment sortir un peu de ce genre de mentalité. 2020, c'est dans quelques mois. Construisez un projet. Allez-y convaincre les gens. Allez-y expliquer votre vision. Allez-y expliquer pourquoi vous êtes meilleur. Parce que c'est ça. C'est ça un projet. Expliquer pourquoi on doit croire en vous, pourquoi on doit être meilleur et pourquoi on doit vous choisir. C'est ça. Mais là, vous n'êtes pas là ici. Les deux sérieux. C'est-à-dire que le FPI est arrivé à un tel point. Je comprends que tout le monde a été traumatisé par la crise. On était tranquille comme des rois. On vivait bien, on n'a jamais imaginé s'entre-déchirer, s'entre-tuer dans les rues. Donc ça a été un traumatisme pour tous les Ivoiriens. C'est pour ça, dans un pays, il faut un deuil national. Ça a été un traumatisme. Mais en même temps, aujourd'hui, je pense que ce qui est important là aujourd'hui,
c'est que vous pouvez construire votre projet et le proposer aux Ivoiriens. Ce n'est pas de venir nous vendre un homme, c'est de vendre des idées, de proposer des idées. On veut nous convaincre, nous là, nous autres les femmes libres de penser, les femmes nous sommes libres de penser, des femmes citoyennes, des femmes engagées. Franchement, on ne vient pas nous convaincre avec la quéquette. Ça nous est, franchement, moi, ça, je m'en tape. Parce que j'en ai chez moi, donc je m'en tape. Je m'en tape vraiment. Et je pense que beaucoup de femmes ivoiriennes aujourd'hui s'en tapent de votre ancienne méthode de chercher des militants avec la fermeture claire. Aujourd'hui, apportez-nous vos idées. On veut débattre autour des idées. On veut discuter autour des idées. On veut comprendre vos projets. C'est ce qui est important. Et nous sensibilisons à la citoyenneté. C'est ça la citoyenneté. Mais ce n'est pas de venir des discours vides. Vous ne faites rien. Vous êtes dans les guerres. Vous en train de pourrir la vie politique, la place publique, avec des histoires qui font même pas, qui n'apportent aucun développement à un pays. Aujourd'hui, construisez, proposez-nous vos projets. Nous voulons des hommes politiques, des femmes politiques capables, intelligents, consciencieux et rassembleurs. C'est cela dont la Côte d'Ivoire a besoin. On n'a plus besoin de votre guerre de personnes, les guerres de clans, les guerres autour des personnages. On n'a plus besoin de ce genre de personnages politiques. C'est pour ça que j'appelle tous les militants progressistes comme les radicaux du FPI à prendre conscience que leur guerre de personnes ne sera pas une victoire pour eux, ni en 2020, ni en 2025, ni en 2030 d'ailleurs, et ni en 2040, même en 2050. Voilà, vous faites un boulevard pour les autres et vous n'êtes pas capable de vous réconcilier avec vous-même. C'est-à-dire, vous n'êtes pas capable de vous réconcilier avec vous-même. Et je vois des gens qui disent, bon, Soro Dieu, on va se réconcilier avec lui. Parce que bon, lui au moins, il a reconnu quelque chose. Mais ton propre frère, tu ne peux pas te réconcilier avec lui. C'est celui qui a pris les armes, qui a tué là. C'est à lui que tu as te réconcilier. Donc ça veut dire, voilà, c'est un peu, voilà, j'appelle ça le syndrome de Stockholm. Vous épousez vos violeurs. Voilà. Donc à vous tous mes amis, vraiment bonsoir à vous. On va se laisser et on va se dire à très bientôt. Bonsoir à tout le monde, excellente nuit, très belle nuit à chacun. Et puis s'il fait jour dans d'autres pays, ben, bonjour à d'autres. Bonne nuit aux uns et bonjour à d'autres. Voilà. À vous tous. Oui, bien fatigué. Mais je vous dis à très bientôt. Et puis il est 22h, même il est quelle heure 20, voilà, 22h40. C'est à 22h40, je vais aller manger un bout. Parce que j'avais voulu terminer ce live avec vous. En toute sérénité, en toute beauté. Belle nuit à tout le monde. Bye bye, à bientôt. Merci à tous. T'as pas besoin de faire des nœuds avec les doigts là. Youpi, je suis partie. Oh non, je vous entends là, moi.